du grand John Jones qui semble vouloir rester pour au moins un combat supplémentaire. Stipe Miocic qui prend sa retraite, un co-main event qui a tenu certaines de ses promesses avec quelques surprises. On parle de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John Jones, pour moi, c'est le maître du combat structuré. Il est très fort dans sa gestion de l'espace. C'est probablement le GOAT des single shots en MMA. Il a une nouvelle fois été patient. Grâce à sa confiance en lui et ses compétences, c'est absolument nécessaire pour être confiant dans une cage. Le Jones des grands rendez-vous. Qu'est-ce que tu retiens de sa performance? Bah, franchement, j'étais agréablement surpris et puis agréablement surpris aussi par le combat. Je trouve que c'était sympa à regarder. Maintenant, si on contextualise avec le niveau actuel et ce qui se fait en tant que, je pense, le vrai champion poids lourd, tu vois, là, je pense qu'il y a besoin. Je le comprends. Je comprends qu'il ait voulu prendre Stipe Miocic, tu vois. Ah oui, d'office. Hein. Là, on a un peu la preuve que c'était le combat très accessible pour Jones. Moi, j'ai trouvé qu'il était venu très bien préparé. Donc ça j'apprécie. Tu vois, je pense que dans sa tête, il savait qu'il prenait un combat plus abordable que les options qui lui étaient disponibles chez les lourds. Mais c'est pas pour autant qu'il l'a pris à la légère. Je crois que il aurait pu tenir les 5 rounds sans problème. Donc en termes de cardio, de prépa, il était là. Et ce qu'il a dit à l'interview était intéressant. Il voyait que Stipe Miocic avait quand même un sacré menton. Donc il a voulu proportionnellement viser un tout petit peu plus le corps. Et ça a été un choix complètement judicieux. Parce qu'on a vu son tout premier push kick. Enfin, c'est comme tu expliquais une fois, hein, les genre de snap kick avec ses orteils dans le ventre. Là, on a vu que ça a bien fait mouche. Et ça a fait mouche plusieurs fois dans le combat. Et on sentait quand même que Miocic, chaque fois qu'il les prenait, ça faisait mal. Même les jabs au corps, je pense que on voyait un Miocic qui n'aimait pas ça. Ouais, je pense qu'il a pris aussi un middle qui était assez bien entré. Mais au-delà de ça, je trouve que Miocic était présent, tu vois, il était dangereux. Il a montré aussi que, en tout cas, sur son niveau en boxe anglaise pour le MMA, il était vraiment en place. Ouais. Moi, je l'ai trouvé quand même relativement dangereux et on va dire premier round, deuxième round, je me disais que voilà, son cardio me semblait vraiment, vraiment correct. Et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait une différence qui s'est sentie dès le deuxième round en termes d'énergie, mais c'est potentiellement à cause de la multitude des body shots. De l'autre côté, et de l'autre côté, sur la quasi-totalité du premier round, il a dû supporter le poids de Jones. Oui, bien sûr. Et Jones était plus en économie, comme tu l'avais dit dans la preview. Jones, son style au sol, c'est vraiment axé contrôle, et puis il met du dégât quand il sent qu'il a vraiment un bon contrôle. Et on a senti un Stipe qui a peut-être voulu sortir 2 fois, et il s'est rendu compte qu'il avait du mal. Il manquait peut-être l'explosivité nécessaire pour pouvoir sortir de la position du dessous. Mais je t'avoue que je m'attendais à une plus grosse domination, on va dire, debout, et je pense que certains observateurs, dans certains podcasts, avaient dit que voilà, Miocic, son anglaise était supérieure, tu vois. Moi, j'avais du mal à voir ce truc-là. C'est clair que Jones est largement supérieur en MMA, sur tous les plans. Mais voilà, sur les moments où il y avait de la distance d'anglaise, je trouvais que Miocic était plus dangereux, tu vois. Ouais, il a bien touché avec des uppercuts. Et voilà, je pense qu'après, ça reste du MMA. Il a bien contrôlé Jones. Et il a fait le taf. Hein. Sa première projection était incroyable. Son contrôle, ses coudes. Et c'est vrai que le premier round m'a rappelé que tu vois, on avait parlé si on les avait vus prime tous les deux, ou si Jones était monté à son prime. Je pense que c'était clairement le scénario que l'on a vu là, tu vois, ce premier round. Ouais, je pense que dans un cas où le combat avait eu lieu il y a 3-4 ans, effectivement, je pense que Jones aurait beaucoup plus lutté, et il serait resté beaucoup moins debout. Ça, c'est à voir, ça. Ça m'a rappelé aussi que Jones, il lutte, mais il est pas non plus, comme tu disais, il peut
peux combattre, entre guillemets, à l'économie, mais on va dire en gérant pour obtenir ses rounds sans Ouais. trop se fatiguer. Et c'est ce qu'on avait un petit peu sur le combat au deuxième. Il était là et les single shots, donc une seule frappe, pas d'ouverture pour lutter, bah, il cherche pas la lutte tout simplement. Mhm. Et par contre, s'il y a une ouverture, il la prend. Il cherche le clinch, mais c'est au troisième, je pense, où il le cherche à plusieurs reprises Ouais. et il a du mal à l'obtenir. Ouais, et Stipe réagissait bien dans le clinch. Tu Ouais. as noté son uppercut. Il y a eu un crochet gauche aussi à un moment en Ouais. sortie de clinch. Limite, ouais, le genre de frappe que Stipe pourrait prendre, ben, il l'a mise en l'occurrence. Moi, le seul truc qui m'a, j'ai pas utilisé le terme déçu, mais on en avait parlé. Pour nous, les seules chances de Stipe, c'était de venir dans ce combat et chercher à étouffer Jones directement, mettre sous pression, attaquer. Et ce sentier de victoire, je reprends ton expression Ouais. que tu avais utilisé pour un autre combat. Hein, tu avais utilisé ça pour Lone Top contre Ruffy, je pense. Mm. Le sentier de victoire pour Stipe, j'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte trop tard dans le combat. Il s'en est rendu compte en fin de deuxième round. Et il était trop fatigué pour pouvoir vraiment capitaliser dessus. Et je pense qu'il y a certaines séquences de combat qui ont démontré que son sentier de victoire, c'était ça. C'était de ne pas trop respecter les contres de Jones, chercher à agresser, à mettre la pression, à venir combiner, quitte à se faire toucher en contre, justement. Et j'aurais préféré voir ça dès le premier round, en fait, dès le début. Et je pense que ça aurait pu lui donner de vraies chances de victoire. Ouais, peut-être. Moi, je t'avoue que plus le combat avançait, plus je me disais qu'il aurait, ouais, encore des ouvertures en boxe, tu vois. Et puis, au troisième, par contre, il m'a un peu fait démentir. Je crois que c'est le deuxième. Le deuxième où je me suis dit, tiens, il y a de l'espace quand même, il pourrait revenir dans le 3, dans le 4. Il l'a déjà montré, hein, que même en perdant les 3 premiers rounds, il pouvait éteindre au 4e ou au 5e. Et puis, au troisième, Jones est revenu, et enfin, il est revenu. Je pense que il avait beaucoup plus d'espace jusqu'au finish, hein. Ouais, c'est ça, mais quand tu as une différence d'énergie comme ça face à quelqu'un comme John Jones, il y a plus grand chose à faire, je pense, parce que Ouais. voilà, accélérer sur le 4 et 5, il faut partir du principe que tu es bien fatigué Jones pour que ça passe. Et là, il n'y avait pas une structure de combat qui m'amenait à croire que Jones allait vachement fatigué. Donc voilà, j'ai pas envie de décrédibiliser la victoire de Jones. Loin de moi, j'ai été satisfait de voir un Stipe qui avait. Alors, Stipe avait quelque chose à proposer. C'était plus du tout Prime Stipe, mais c'était moins pire que ce que je pensais. Je m'attendais à pire du côté de Stipe Miocic. Et Ah donc, oui, moi aussi, hein. voilà. Et donc, je suis content parce que ça fait une belle victoire pour John Jones. Et je suis aussi très content de l'interview de fin de combat parce qu'il laisse clairement plus qu'une porte ouverte à un nouveau combat. Et, et donc voilà, on sait que c'était plus de la com qu'il a fait avant le combat. Donc voilà, dans l'ensemble, satisfait de ce main event. Ouais, parce faut qu'on parle du finish, hein. C'était. Ouais. Il y a deux moments dont j'aimerais parler, moi. Donc, tu as déjà parlé du takedown. Takedown, Tu l'appelais comment? J'ai vu sur WhatsApp, tu avais donné le nom technique. Major Outer Drop. Ouais. Et c'est un Osoto Otoshi ou un truc comme ça. Donc, ça vient du judo. Ouais. Non, bah ça vient du judo, hein. C'est un crochetage de jambes. Donc Osoto Otoshi, ça vient du judo, mais c'est utilisé en lutte, c'est utilisé j'imagine, partout à travers le monde, tu vois. Ouais. Tu crochets de la jambe, tu fais tomber. Non, Non, ça vient pas du judo. Ça vient, enfin, le judo, c'est une forme de lutte, hein, mais ouais. c'est un mouvement de lutte. Le deuxième moment que j'ai bien aimé du côté de John, c'est sur une accélération de Stipe. Le petit jab en contre où il voit que Stipe, ça le connecte bien et puis il attaque directement avec un direct derrière. Et encore une fois, là où je dis que c'est le maître des single attaques, c'est pas une combinaison, tu vois, c'est pas un jab cross, c'est vraiment un jab. Il voit que ça commence à vaciller et il envoie son direct derrière. Pour moi, c'est vraiment deux single attaques, mais très très rapprochés. Et je trouvais ça super propre. Et alors évidemment le finish, quoi. Ouais, je suis désolé, c'est un peu, ouais, c'est un peu ralenti la connexion. Mais oui, je suis d'accord. Moi, il y a un truc que j'aimerais revoir sur le combat, j'ai eu l'impression qu'il a envoyé des jabs au niveau des épaules de Miocic, tu vois. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout. C'est des choses qui sont utilisées où tu vas frapper par exemple dans la garde, hein, bien évidemment, mais tu peux frapper au niveau des épaules, sur l'extérieur. Mais là, j'ai eu l'impression qu'il venait taper vraiment dans l'avant de l'épaule pour, tu vois.
j'ai eu l'impression, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il a frappé une fois ici, une fois là, et puis après une fois au menton. Et c'est vrai que bah, tu peux bouger ta tête, mais tes épaules, elles bougent pas. Et donc, bon, tu te fais connecter, ça casse ta structure de défense sur les esquives, par exemple. Ah, c'est pas mal parce qu'en plus, bah, soit tu touches l'épaule, ce qui peut avoir son utilité, soit tu vises l'épaule et il esquive justement vers son épaule et ça peut toucher le menton là où la tête sera, pas là où la tête est au moment de Exactement. la frappe. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, j'irai revoir aussi parce que ça peut être intéressant de voir ce genre de stratégie être utilisée. Moi, je t'avoue que pendant le combat, j'avais peur du high kick gauche pour Stipe Miocic. Et je pense que Jones l'a Ouais, essayé il a deux tenté. fois. Il a Ouais. tenté 2 fois, mais voilà, il Il y y a avait de la plusieurs moments où je puissance, me hein. dis, ouais, il y a plusieurs moments où je me suis dit, tiens, il y a une stratégie un peu qui ressemble au combat qui s'est transformé en no contest de John Jones, celui contre Daniel Cormier, où il Mhm. investissait beaucoup les frappes au corps pour monter à la tête avec sa jambe gauche. Et franchement, à un moment, je me dis que il y avait une vraie ouverture pour le high kick. Heureusement pour Stipe, il a très bien bloqué les deux qui ont été tentés. Et donc, ouais, le finish, quoi. Ce petit spinning, là. Je ferme juste ma porte, là, j'entends les gosses. Ce finish, ouais, finish incroyable. Ouais, Alors, franchement, la difficulté en plus sur ce finish, c'est qu'on était en garde ouverte. Et bon, alors pour des très très bons gauchers, c'est pas trop un problème, mais on a un corps qui est de profil, tu vois. Donc quand tu es sur la garde fermée, le corps, bah, au moment de la frappe, t'as toute la largeur de corps, tu ouais. vois. Alors que quand tu es en garde ouverte, bah, tu n'as que le gars de profil, hein. Et donc Mhm. tu divises par deux la cible. Mais par contre, effectivement, quand ça passe sous le coude de l'adversaire, c'est pleine côte, tu vois, c'est extrêmement violent. Et bah oui, hein, ça a mis un KO. Donc moi j'ai été impressionné parce que ça reste un coup qui est très difficile à obtenir. Mhm. Et par contre, quand il passe, ça fait des dégâts ouais, vraiment très très importants, quoi. Et encore une fois, je trouve que ça montre la confiance que John Jones a en son jeu, parce que c'est pas une technique que tu envoies quand tu es peu confiant, ou justement tu l'envoies quand tu es trop peu confiant, mais ici c'est vraiment John Jones qui Mhm. était bien installé dans ce combat. Et comme, enfin voilà, il y a une distinction entre quand tu es trop peu confiant, c'est le genre de technique que tu envoies parce que tu veux absolument finir en faisant limite n'importe quoi. Mais John Jones est tellement confiant en ses compétences parce que il a envoyé ses techniques et c'était mature. C'était une façon mature d'envoyer une technique flashy. Donc ça fait typiquement partie de son jeu, hein. John Jones a fait son ascension avec beaucoup de techniques flashy, mais le fait qu'il les utilise de manière ponctuelle et sans régularité, ça vient vraiment sorti de nulle part. Là, c'est un peu la seule qu'il a tenté. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas vu tenter un coup de coude retourné ni un Il y, a- genou sauté avant, tu vois. il y avait Donc eu un coup de pied retourné à un moment donné, hein. ouais, un autre coup de pied retourné, Ouais, voilà. mais je crois que sur une garde fermée. Et une vitesse d'exécution, je me suis dit, bon, enfin, ça reste un ancien light heavyweight, mais pour un poids lourd, c'était assez impressionnant, quoi. Ouais, donc c'est La intéressant qu'il l'exécution. puisse utiliser ce genre de technique Ah chez ouais, les ouais. lourds parce que ça Mhm. nécessite effectivement de la vitesse. Est-ce qu'on parle de la suite? Oui, oui, oui. Voilà. Moi, bon, personnellement, j'ai une très large préférence pour Aspinal, hein, d'un point de vue sportif. Je pense que Ouais. les deux options, bah, c'est Aspinal ou Pereira. D'un point de vue sportif, il y a que de la logique à faire Aspinal. Ce sera absolument dégueulasse pour Aspinal d'ailleurs enfin, en tout cas, si c'est Pereira, il doit laisser sa ceinture poids lourd et Aspinal devient champion, quoi. Ouais, écoute, moi je suis pas trop intéressé contre Aspinal. Je pense qu'il doit laisser sa ceinture. Je pense que ce combat a montré que voilà, c'est devenu un combattant qui veut combattre pour le plaisir, pour sa legacy, c'est ce qu'il a dit, tu vois, Ouais. et non pas pour être le numéro un mondial. Et donc à partir de là, je pense qu'il doit laisser sa ceinture et trouver un combat fun à faire. Parce Ouais, que mais donc là, tu te positionnes à j'ai la place vraiment, de Jones. Mais en tant que non, fan, non, t'as pas envie de non. voir d'Aspinal contre Jones? Ah, je pense qu'Aspinal le mange, tu vois. Ouh, ouh, ouh. Ah ouais, je pense que Aspinal, attends, je pense que Aspinal le mange en moins de 2 rounds. Oh, waouh. Gros Ah ouais, statement, mec. je trouve que c'est un combat qui est, ouais, pour moi un peu à sens unique. Et bah, c'est comme ça que je le vois. Quand je regarde le combat, moi, je Ouais. m'attendais à ce qui, à un peu plus, tu vois. Et puis voilà, dans ma tête, je me dis, attends, le gars, il arrive, il parle plus de sa legacy, donc ce qu'il va laisser. Écoute, si t'es pas en tête d'être le numéro un et avec les dents longues, laisse ta ceinture.
Alors, question. Euh, Aller chercher la ceinture de Pereira en light heavyweight ou prendre Pereira en faux heavyweight? Parce que bon, je veux dire, tu peux faire le même combat sans cut, mais alors t'as pas de ceinture, parce que je suis désolé, mais la BMF, elle peut pas être sur la ligne pour Non, Jones ça, je suis contre entièrement Pereira. d'accord. Ouais. Mais bon, moi, un champion qui esquive les combats, pour moi, c'est bon, c'est terminé, tu vois. Ouais, mais par contre, tu vois, si on parle de legacy, le fait qu'il retourne chez les light heavyweight, qu'il récupère son titre contre Pereira, ça rajoute quand même Ouais, pourquoi dans ce pas. cas-là. Dans ce cas-là, c'est peut-être la meilleure option à la fois en termes de je suis pas underdog et je rajoute quand même quelque chose par rapport à ma legacy. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je t'avoue que là, moi, je suis plus intéressé de manière nostalgique sur ces combats, de revoir la grande époque et voilà, là, comme hier, je trouvais ça sympa, mon petit côté nostalgique. Mais après, sur le plan purement sportif, je pense que je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes, tu vois. Hmm. Bah Pereira, il est pas si jeune, donc ça. De Oui, toute façon, ben c'est la non, je gogo. parle, je parle pour Aspinal, hein. Ouais, Je je parle sais, pour Aspinal. mais pour la goggle weight, ce combat me dérange pas, tu vois. Encore une fois, je sais que je vais me faire allumer en commentaire parce que Ankalev est celui qui mérite sportivement, mais la réalité, c'est quand t'as John Jones qui a été le champion de loin le plus Ah dominant oui, de oui. la division des 93, qui est champion des poids lourds, qui veut bien laisser sa ceinture poids lourd pour redescendre chez les light heavyweight, sorry les gars, il a la priorité. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc Mais là, parce que s'il descend en light heavyweight, on aura vraiment vraiment quelque chose autour de la compétition, tu vois, tout le travail de perdre du poids, etc., ouais, etc. ouais. Mm. Ben, en fait, moi, je suis plus attiré par Aspinal contre Pereira parce que j'ai envie de voir John Jones underdog dans un combat. Mais par contre, j'entends effectivement sa communication qui est autour de sa legacy. Et comme tu le soulignes très bien, et je pense que tu as raison là-dessus, il est plus spécialement attiré par être le meilleur sportivement. Il veut juste rajouter les gros noms et à la limite les checkbox. Et je pense que ouais, redescendre dans son ancienne catégorie de poids pour récupérer son titre qu'il avait laissé vacant, ça rajoute un plus gros argument qu'une deuxième défense chez les poids lourds. Ouais. Et donc à ce niveau-là, je te rejoins. Donc ouais, pourquoi pas Pereira contre Jones en light heavyweight, ça me et Mais, en termes mais de chiffres, ça vend plus que Aspinal parce que Pereira oui, je vend pense. plus que Aspinal. Donc ouais. Je pense que c'est le mieux. Après, voilà, tu vois, sur la question de la legacy, d'aller combattre sur une autre ceinture et tout, je pense qu'à un moment, ta legacy, elle est faite. Georges Saint-Pierre, son retour pour une ceinture face à Bisping, je pense pas que ça a joué sur sa legacy ou quoi que ce soit, tu Ah, vois. moi je trouve que si. Une longue absence, Non. tu reviens dans la catégorie du dessus et tu prends la ceinture, bah c'est un peu le retour de Jones contre Gann, tu vois, pour moi c'est exactement comparable. Mais est-ce que toi, pour autant, ça a rajouté sur ce que Oui. tu pensais de lui, tu vois? Sur ce que je pensais, non, mais sur la Est-ce legacy, que, oui, et sur est-ce la que dans discussion la du GOAT, discussion, dans dans la la discussion. discussion du GOAT, tu penses que c'est un argument de poids sur comment tu vois Georges Saint-Pierre comme faisant partie Ouais, moi oui. des GOAT? Moi, Ah ouais, bah, honnêtement, ça rajoute un argument. Si tu veux faire une dispute, par exemple, entre Mighty Mouse et Georges Saint-Pierre sur où il se situe sur le statut de GOAT, je pense qu'un des gros arguments qu'a Georges Saint-Pierre par rapport à Mighty Mouse, c'est le fait qu'il soit revenu dans une catégorie supérieure, directement prendre le champion et prendre la ceinture au champion. ouais, ouais. Je suis pas, je suis Parce pas que très convaincu. GOAT, ça fait pas, enfin, c'est accomplissement, tu vois. Et en termes d'accomplissement, aller chercher une ceinture dans une autre catégorie Ouais, de mais poids, ça rajoute quelque on chose. savait très bien que c'était un combat qui était quand même très favorable à lui, Bisping, tu vois. Oui, mais attends, on va retourner prendre les codes de Paris, tu vois. Attends. Je sais pas s'il est si tant favori que ça, hein. Ah ouais. Attends. On va aller voir. Bon, je sais Allez, que. peu importe, ouais. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'étais content de voir, comme je dis, le côté nostalgique. Après, Jones sur la suite, C'était un pick-em. Georges Saint-Pierre contre, ah ouais. Bisping, c'était near even, moins 115. Wow. Eh ben. Mais pour en revenir à Jones, je pense que, ouais, il me faudra un petit peu de temps pour, ce que je disais en privé, hein, je pense que ça sera très très difficile pour Jones face à un Aspinal. Je pense que Aspinal a la puissance, enfin il va jamais pouvoir le lutter de cette manière-là, le mettre au Non. sol de cette manière-là. Je vois quand même des possibilités de victoire pour Jones si ça dure dans le 3, combat. 4, 5. Moi, Jones Exactement. contre Aspinal, c'est soit une décision où il prend 48-47 en prenant les trois derniers,
soit un finish assez late, tu vois. On a un Aspinall fatigué, donc il arrive à l'amener au sol et à le TKO au sol. Ouais. Mais effectivement, Aspinall, c'est un gros danger pour Jones parce qu'on l'a vu, tu vois. Jones, à distance de boxe anglaise, quand il est sur son pied arrière, c'est là où ça devient compliqué. Hein. Et Aspinall, je pense qu'il va lui rusher dessus avec son poids. C'est un vrai poids lourd. Il frappe comme un vrai poids lourd et je pense qu'il peut le mettre en difficulté comme ça. Et je pense même qu'Aspinall pourrait power double, chercher à power double et faire du mal au sol. Donc ouais, pour moi, Aspinall est favori dans ce combat. Je te rejoins. Large. Et c'est ça qui m'intéresse parce que Jones de l'autre côté, c'est un studieux. Ouais, ce combat m'intéresse aussi. Donc, que des bons choix. Le fait que Jones continue et annonce qu'il continue, on sait qu'il y a que 2 options. C'est les 2 qu'on a cités et les 2 ont leur propre intrigue. Du côté de Pereira, l'intrigue est supplémentaire si en plus c'est pour la ceinture light heavyweight. Ok. Comme main event, qu'as-tu pensé du cadrage et de la lutte offensive de Charles Oliveira? Bah écoutez, moi je pense qu'on, comment dire ça, sous-coté, sous-évalué encore une fois Oliveira. On voyait, moi personnellement, je voyais un 60-40. Je voyais un combat un peu plus équilibré et en fait, il m'a fait un peu mentir. Pour moi, c'était. Il y a eu un peu des deux, non? Oliveira est venu meilleur que ce qu'on pouvait penser, mais Chandler est venu moins bon que ce qu'on pouvait penser aussi. Oui. Donc il y a un peu des deux. Moi, le 65. Je m'attendais, c'est ça. Je m'attendais à un Chandler plus préparé dans sa manière de parler et tout. Il arrivait. Il a laissé encore un morceau de cerveau à la maison, tu vois. Par contre, non, mais sérieusement, Oliveira, j'ai vraiment sa prestation, j'ai vraiment aimé. Ouais, moi, il y a un truc que j'ai retenu, c'est son amené au sol du 4e round, enfin, à partir du dos. Je sais même plus te l'expliquer, mais en gros, la jambe droite qui va chercher la jambe gauche de Chandler en balayage, c'est bourreau mystique qu'on appelle ça, je pense. Et franchement, j'imagine que les gens n'ont pas spécialement retenu ce détail, mais allez revoir parce que franchement, cette capacité à prendre dans le dos et amener, à partir du dos. Oui, je pense que c'est ça, ouais. C'était beau. C'était très beau. Techniquement, pour moi, il y avait vraiment un fossé. J'ai trouvé le travail d'Oliveira. Tu l'as dit, le cadrage, mais moi, j'ai noté sa précision, la manière de cadrer, de mettre sous pression, de pousser un Chandler à devoir courir, tu vois, à devoir fuir. En début de 2e round, on a eu la même séquence que le finish du premier combat. Ouais. Non, c'était assez impressionnant. Un premier round qui commence de manière un peu bizarre, avec cette tentative de mise au sol, et puis Chandler qui cherche à s'échapper, mais qui donne une clé de genou. Oliveira qui s'installe, puis ça reste bloqué, et puis là j'étais oh là là, on a pour 3 minutes, il y a personne qui va rien lâcher. Effectivement, on est pour 3 minutes dans ce genre de situation, c'est souvent comme ça. Ouais. Mais par contre, effectivement, je pense que cette situation de 3 minutes, elle a vraiment cramé les bras de Chandler, tu vois. Ouais, il avait son 2-on-1 pour empêcher forcément Oliveira de balancer le 2-on-1, tenir, bloquer pour l'empêcher de passer. Et effectivement, le 2e round, il était vraiment épuisé. Mais pour moi, il a proposé très peu de choses. On a eu ce 5e round, on a eu un retour au 5e qui était chouette. Et puis qui nous a rappelé que ça restait quand même Charles Oliveira. Toujours déjà, avec ces petites fenêtres de... Ah là là, il est agaçant avec ça. Ça nous a rappelé que ça reste du MMA, donc c'est pas parce que les 4 premiers rounds se passent comme ça que le 5e, il n'y a pas de porte ouverte. Et ça nous a effectivement rappelé que Charles Oliveira, c'est un peu sa signature, sauf qu'en général, c'est ce qui se produit dans le premier et pas dans le 5e. Parce qu'on l'avait déjà vu dans un 5e round. Non, en fait, c'est la première fois qu'on voit Oliveira dans 4 et 5. Ah oui? Ah bah ouais. Ah bah il tient bien, moi j'ai trouvé ça pas mal. Bon, le 5e, il s'est touché. Je viens de tilter, ouais. Mais je pense pas que ce soit lié au cardio, parce qu'il finit dans le dos, si je dis pas de bêtises. Non ouais, il finit le round assez fort. Et justement, parlons peut-être de cette séquence, parce qu'il y a débat là sur les frappes à l'arrière de la tête. C'est à l'arrière de la tête ou pas? Moi, il faut que je revoie. Ouais, bon après, moi, j'étais pas en 4K, donc. Ouais, moi en live, bon. en live, pour moi en live, c'était l'arrière de la tête. Mais effectivement, je vois des arguments comme quoi. Alors, on va pas débattre si c'est sur l'arrière de la tête, parce que pour moi, comme pour toi, je pense qu'on doit revoir pour se positionner. Par contre, on va rappeler ce que signifie arrière de la tête. Et clairement, l'oreille est juste derrière l'oreille, c'est pas l'arrière de la tête, les amis. Donc l'arrière de la tête, c'est vraiment
derrière ici et, euh, et la tempe et tout, c'est bon quoi. Donc Ouais, ici, bon, la nuque, c'est mais clairement l'arrière. En fait, c'est ça, hein, c'est la prolongation de la nuque sur la largeur de la nuque. voilà, c'est ça. Tu remontes la nuque comme ça, et donc effectivement, l'arrière de l'oreille est valide normalement, hein. Ouais, le meilleur exemple, c'est Connor contre Poirier Ouais. au premier combat, parce qu'il y a cette anecdote de Connor qui va chez l'arbitre juste avant le combat en lui demandant est-ce que ça c'est légal? L'arbitre Mm. lui dit oui et c'est comme ça qu'il met son KO. Ouais, ouais. Alors il y avait eu un petit tip comme ça qui nous a été donné une fois par euh, un arbitre Cage du Warriors? Bellator, et Bellator. qui disait tant que la frappe touche l'oreille, si vous partez du principe que la frappe touche l'oreille, vous êtes bon. Tu Même vois? avec le petit doigt, c'est ça. Si le petit doigt touche l'oreille et que le reste du poing touche Bah ouais, derrière, je pense il y que a cette là, distance. Ouais, cette distance est légale, quoi. ouais, là ça passe, tu vois. Ouais. Alors ça Sauf c'est si tu as des vraiment. mains comme Shane Carwin. Shane Carwin, la règle ne convient pas chez lui. Donc ça c'est un petit peu le principe. Donc je pense que l'arbitre est un peu mieux placé que nous. Donc il est Mm. parti du principe qu'on était vraiment sur l'oreille et donc plutôt sur cette partie qui est autorisée. Le problème, je pense, c'est qu'il y en a eu certains plus en coup de marteau, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, je sais pas si ton coup de marteau, tu as vraiment la pointe Hmm. qui touche l'arrière ici, ce qui Ouais, est c'est légal, mais que compliqué. ton avant-bras, que Hmm. l'avant-bras percute l'arrière de la tête, mais là, ça devient forcément illégal. Donc, bon, peu importe, c'est c'est Oliveira qui gagne le combat, donc on va pas trop débattre là-dessus non plus. Au moins, on a pu réexpliquer ce qu'était l'arrière de la tête. Et justement, je profite de ça parce que Oliveira fait quelque chose de très intéressant dans le troisième round, je trouve. Tu as toujours parlé du fait que quand tu as le dos, mais que ton adversaire a sa tête bien en dessous de la tienne, il Hmm. faut même plus chercher l'étranglement arrière. Et maintenant, avec la légalisation des 12-6, on a Oliveira qui a mis des 12-6 à Chandler en ayant son dos et ça venait vraiment ici, quoi. Donc, ce qui est légal. Tu t'as pas tilté? Il en a envoyé deux comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais il était allongé. Ouais, je sais plus, ils étaient de côté. Que Doucy, c'est vraiment, Mais tu dois être au-dessus. 12-6, c'est l'angle que tu prends. Donc, même si tu es sur ton dos et que tu fais Non, ça. ah non, Doucy, c'est Ah oui, non, en non, fonction non, du autant sol, pour hein. moi. Autant pour moi, C'est en c'était déjà fonction du légal sol. avant ça. Ouais, Ouais, c'est ouais. déjà légal avant, autant pour moi. Mais j'avais Ouais. jamais vu ça avant, donc je trouve quand même intéressant de le soulever. Bah dans la garde, si, hein. Mais là, c'était pas Ouais. dans la garde, il était dans le Non, dos. mais tu l'avais déjà, par exemple, tu te rappelles Reed contre toi. Ouais, ouais, Josh Reed quand contre j'ai toi, ouais. combattu Josh Reed, il m'a mis des, Ouais, ça fait mal, mais ça ça fait rien en pique. fait. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que ça Après le t'assomme combat, pas. t'avais dit ça pique. Ouais, ça fait mal, c'est désagréable. Après, t'as des œufs de pigeon comme ça dans le crâne, tu vois, t'en fais un nid. Mais ça fait rien, ça te fait au niveau du cerveau, rien du tout, quoi. Ouais, Mais ça oui, oui, gêne plus, ça. ça existait déjà, ouais. Et d'ailleurs, il y en a qui se mettaient légèrement de profil pour aller chercher, bah, non pas l'arrière de la tête, mais au niveau de l'oreille, tu vois. Et Ouais. là, par contre, ça fait mal. Là, ça Ça, place. c'est Fletcher contre toi. Exactement. T'as tout subi. Ouais, 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 Tu ouais. peux vraiment, t'as l'expérience de ce genre de truc. Mais Au après, du ça crâne, paraît bête. rien. Sur le côté, bah, ça m'a assommé et je me suis fait étrangler, ouais. Mais ça paraît bête, mais c'est le genre d'expérience que tu vis pas à l'entraînement. Donc tu dois l'avoir vécu Non, en combat pour non, pouvoir dire ce que ça effectivement. fait. Euh, Effectivement, donc tu peux défendre effectivement dans le dos sans ce type de frappe, bah, tu t'en rends compte qu'en combat et ça peut jouer des tours, tu vois. ça fait ça. Tu vois, c'est un peu le truc. Ouais, ça fait ça. C'est donc ça que ça fait. Donc Euh, haut du crâne, rien. Moi, c'est parce ouais, que Josh Reed, j'avais mis KO juste après. ouais. Par contre, côté, ah oui, ça sonne. Et là, par contre, ça s'est passé, c'est mal passé de l'autre côté, tu vois. Ouais. Contre Fletcher qui maintenant est à l'UFC en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai envie de parler du troisième round parce que moi je donne un 18. Il y a un des juges qui le donne à 18 Ah oui. pour Oliveira. Alors je vais juste expliquer pourquoi, hein. Donc là clairement il y a une amenée au sol très tôt dans le round. Juste avant ça on a Oliveira qui connecte quand même debout. C'est pas des Ouais, c'est vrai. knockdowns tu vois, mais il connecte bien debout. Il amène au sol, il prend le dos directement. Il y a quand même quelques tentatives de soumission. Il y a quelques frappes à Ouais. partir du dos. Et donc on a domination sur la durée. Il y a clairement pas le dégât en termes de frappe, même si sur les séquences debout on a un avantage Oliveira. Mais Chandler sur le round a envoyé zéro frappe. 0. Il a fait que défendre. On ne juge pas les actions défensives, on juge uniquement les actions offensives. Et c'est noté dans les critères. L'inactivité peut peser dans la balance pour un 18. Donc on a 2 dés. Quand on a 2 dés, on dit qu'on peut considérer le 18. Les 3 dés, ça donne automatiquement. Donc on n'a pas le 18 automatique. Mais comme on a 2 dés
euh, avec quand même un tout petit peu d'impact, parce que pour moi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que grappling efficient, c'est pas uniquement les frappes, c'est aussi le positionnement, la pression Ouais, que tu c'est mets au vrai, sol, ouais. les tentatives de soumission. Et il y a une totale inactivité du côté de Chandler. Puisqu'il y a zéro action offensive du côté de Chandler, c'est une totale inactivité. Donc pour moi, le 18 est complètement légitime. Moi, j'aurais mis un 18 et je suis très content de voir un des 3 juges qui n'a pas été frileux de le mettre. Mais la définition d'inactivité, c'est inactivité offensive ou juste inactivité dans les règles? Parce que si c'est écrit inactivité offensive, j'entends. Si c'est écrit inactivité, bah, s'il défend, c'est de l'activité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, j'entends ça comme inactivité offensive, honnêtement, puisque tu juges, c'est vraiment la première ligne, c'est tu juges que sur le côté offensif. Donc pour moi, inactivité, c'est aucune production offensive. Le fait et d'ailleurs, c'est noté dans les critères, si je dis pas de bêtises, c'est la défense, c'est quelque chose qui te sert à rester dans le combat ou à rester dans une position moins pire dans le combat. Donc c'est plus ça lui permet de quelque rester chose. dans le combat. Voilà, ça lui permet de rester dans le combat, mais inactivement offensif. Moi, j'avais dans tous les cas, il y a 19, j'avais mis 19, mais je peux l'entendre aussi, tu vois. Ouais. C'est vrai on est sur la frontière, hein, c'est clair, ouais, on mais est sur la frontière. Le 18 doit être considéré puisqu'on a 2 dés. Ouais. Le domination sur la durée, ça c'est indiscutable. Et puisqu'il y a l'inactivité, moi j'ai envie de pencher du côté du 18. Ouais, ça s'entend, ça s'entend. La suite? 4e round? Ah, 4e, vas-y. Parce que là, on était vraiment proche de la soumission au 4e. Hein. Ouais. Je pense qu'il avait passé un étranglement arrière. Ouais. Comment il a survécu. Mais non, moi j'ai bien aimé le combat. Le 5e round, ça m'a remis dedans. En plus. Mais voilà, je suis vraiment, vraiment très content pour Charles Oliveira. Et sur cette question de régularité, j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir le voir à nouveau devenir régulier et puis ne pas avoir ces coups de stress, tu vois. Ouais, mais... au 5e. Et donc, ça fait une bonne transition pour la suite, tu vois. C'est ça. J'ai cru entendre qu'il demandait janvier. Oui, en janvier. Donc, peu importe qui. Peu importe qui. Donc, mais c'est qui ça. sera le prochain. Voilà, c'est... J'aime bien, moi, personnellement. J'adore. Par contre, ça rend la suite compliquée parce que pour moi, je pense qu'on va avoir Tsarukyan contre Makhachev, le rematch. Donc, les options, ce serait Max Holloway beaucoup trop tôt après son KO. C'est le combat que nous, on voulait. Hein. On avait dit pendant notre preview, le vainqueur contre Max Holloway, ça ferait énormément de sens et ça ferait plaisir. C'est pas une option si c'est janvier. Rematch contre Gaethje, rematch contre Poirier. Il a battu les deux et Gaethje, non, c'est plus Gaethje, c'est une bonne date de retour, je trouve, mais voilà, les deux m'intéressent pas spécialement. Donc le dernier auquel je pense, c'est Renato Moicano. Alors je sais qu'au ranking UFC ça fait pas beaucoup de sens parce que Oliveira il était déjà 2, il va rester 2 parce que Armand Tsarukyan va rester derrière lui. Au ranking UFC, Moicano est 10. Par contre au ranking Fight Minds, Moicano est 6. Donc moi je vote pour celui-là. J'aime bien l'opposition de style. C'est pas un rematch. Ça va nous donner un très beau combat. Moi je prends. Écoute, je trouve ça pas mal. Je pense qu'il doit avoir un petit peu plus bas de toute façon et il sera obligé. Hein. Il sera obligé. Là il vient de battre le 16 au ranking UFC, le 7 au ranking le 7 au ranking UFC, le 16 au ranking Fight Minds. Donc Renato Moicano reste un step up par rapport à Chandler, pas par rapport à sa position actuelle. Mais voilà, s'il veut rester Dan Hooker, il l'a jamais combattu. Ah, j'avoue. Hooker qui est 6 au ranking UFC et qui est 7 au ranking Fight Minds. Donc c'est vrai que Hooker... Et en plus, il y a eu le petit Chucky Olives il y a très longtemps. Hooker qui avait un peu trash talk Charles Oliveira en disant qu'il n'avait pas souhaité le combattre. Mais d'ailleurs, c'était la fois où lui avait combattu contre Chandler, je pense. Donc, beau combat aussi celui-là. Moi, j'aimerais bien Dan Hooker. Je pense que ça pourrait être un chouette combat, un gros test pour Dan Hooker. En même temps, Oliveira, il devra rester extrêmement sérieux et je pense que ça me plairait bien. Ouais, j'avoue, c'est peut-être encore mieux. Donc il y a des options. C'est juste que il va de nouveau devoir regarder vers l'arrière parce que vers l'avant, les deux gars sont pris. Le seul qui serait pas regardé trop loin derrière, Max Holloway qui va monter maintenant, n'est pas dispo. Et puis sinon c'est un rematch. Je sais pas si c'est dans l'intérêt. Je crois que c'est plutôt dans l'intérêt de Charles Oliveira d'ajouter un nouveau nom à sa legacy plutôt que de reconfirmer face à Gaethje ou Poirier.
Bon, ben, en termes de reste de la carte, toi, comment on s'est réveillé pour On n'a même pas parlé du futur de Chandler. Moi, je t'avoue que je m'en fous aussi. Non, tu c'est sais pas quoi, vrai. tu sais quoi, Chandler a proposé Max Holloway, puis après il a reparlé de McGregor. Ça nous fait une petite parenthèse. Je pense que McGregor, il devait se dire pourquoi j'ai pas été sérieux, pourquoi j'ai pas pris ce combat de retour, tu vois. clairement. Franchement, hein, je pense de toute façon, on calcule plus trop savoir s'il reviendra, mais franchement, je pense il aurait dû se remettre dans le jeu parce que Chandler, c'était vraiment très très accessible. Ouais. Mais Enfin écoute, bref. si tu veux garder Chandler pour des combats avec des name Ouais, value, tu peux le ouais. mettre King Green, tu vois. Ah, pour le refaire un petit peu, ouais, ça peut être bien. Si tu fais un combat, tu vois. Bah, sinon, on a Paddy Pimblett aussi, hein, qui pourrait être. Ah, ouais, ouais, j'avoue. Sinon, si Chandler est patient, BSD, tu vois, ça reste Ouais, ouais, ouais. guerrier contre guerrier. T'as ce Mm. côté-là, BSD contre Chandler. Moi, ça me plaît sur Ouais, c'est papier. bien. Mais encore une fois, moi, je reste sur ma position de BSD ne doit pas revenir avant septembre. Mm, Et Chandler, ici, il est complètement éligible à revenir en avril ou mai. mm. Donc voilà, mais c'est un combat qui pourrait me plaire. Et typiquement, au co-main event de l'UFC Paris, moi, ça me plairait bien, ça, Chandler contre BSD. Ouais, c'est vrai. Ouais, Si ouais. l'UFC Paris revient en septembre, Ouais, c'est bien sûr. clairement ça a clairement la gueule d'un bon co-main Mm. event qui va bien exciter le public juste avant un main event, quel qu'il Ah ouais, soit. ouais. Et reste de la carte, on a Bonical, hein, il faut qu'on en parle. Hein. Pendant le combat, je me suis dit, très content de l'unité que j'ai mis sur Bonical après la moitié du combat. Ouais. J'ai même presque regretté en me disant, ben, en fait, j'aurais dû voir que ça allait aller à la décision, ce combat. Ouais. C'était un lutteur contre un grappleur qui strike. Ouais, c'est ça. En fait, pendant le combat, je me suis dit, mais comment on n'a même pas parlé de cette Possibilité. possibilité qui était claire au final? C'est ouais, parce que je pose la question, je dis est-ce que Bonical va vouloir rester debout ou va Bah ouais, tenter? Et on a plus parlé de Paul Craig qui cherchera à tirer la monte en bah, il a faisant la même pas blague. cherché, quoi. Il a même pas cherché une fois. Il a pas cherché une Non, fois à pas. Ouais, chercher ouais. à aller au clinch, à faire le koala ou un truc comme ça. Mm, Donc mm. euh, et ouais, voilà, Bonical a fait parler son explosivité, classique lutteur, beaucoup cherché l'overhand. Il a Ouais. essayé d'ouvrir la tête avec des frappes au corps, ce qui était intéressant. Ah ouais, t'as trouvé? Moi, j'ai pas trouvé, hein. Dans le Mais deuxième. ouais, franchement, je trouve qu'il a cherché que la tête. J'ai peut-être raté Ah, après, des honnêtement, je coups, venais mais de j'ai me trouvé réveiller, que. moi. Je venais de me réveiller. Ah ouais, moi, je trouvais qu'il a pas cherché le corps. Et que franchement, c'était. Bon, faut être honnête, Il est en formation, on va dire ça. Il est Ouais, combien? 6-0, c'est maintenant? maintenant 7, hein, je 7. pense. C'était son septième combat. Il faut aussi lui accorder ça, parce que je crois qu'il y a une partie du public qui criait surcoté. C'est Ah ouais? possible ça, apparemment. Enfin bref, Ah, c'est moi, ça, quelqu'un a commenté sur Twitter que les gens criaient overrated. overrated. Ouais, ouais, ouais. Donc moi personnellement, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Et je trouve que je voulais le voir prendre son temps. Là, c'est encore un combat qui me rassure sur le fait qu'il prend au sérieux même des gars qui sont des portiers entre guillemets, Ouais. qui respectent la différence de niveau. C'est Ouais, il gagne les 3 rounds, tu vois. Il gagne les 3 rounds. En face, on a un adversaire qui a été incapable de proposer quoi que ce soit. Ouais, on s'attendait Donc, pas à ce qu'il le soit, par contre, mais. oui, bien sûr, mais moi j'avais des attentes plutôt sur le sérieux. J'avais, voilà, le terme qui m'avait manqué quand on avait fait l'analyse, c'était nonchalant. Moi, je trouve que Bonical avait tendance en lutte à être parfois un peu nonchalant, tu vois. Hmm. Et c'est ce qui pouvait m'inquiéter dans sa carrière MMA, et pas du tout. Et donc là, par exemple, il n'était pas du tout nonchalant, il était très concentré, il voyait la dangerosité d'un combat de MMA. Donc moi, ça me rassure pour l'avenir, et je pense qu'il est assez clair avec son niveau aussi, tu vois. Ouais. Il n'est pas en train de se survendre, il sait où il en est, et ça, je trouve ça très bien. Ouais, et ça s'est ressenti aussi. Voilà, pas de prise de risque. Le côté positif que je retiens de cette performance, c'est qu'il était axé sur la victoire. Il n'a pas voulu faire le spectacle, il voulait gagner ce combat. Mm. Il cherche pas à tout prix à monter dans le classement parce que comme il l'a dit en interview, et il est très réaliste par rapport à ça, il n'a pas encore Ouais. le niveau du top.
L'UFC le défaut, c'est que l'UFC essaye de construire sa hype et finalement ils le font mal parce que c'est pas contre Paul Craig que la possibilité d'un highlight était possible. Donc ici pour la suite, je pense clairement qu'il doit pas encore être testé. Je pense que ce serait trop tôt. Je viens de me dire, tiens, Chris Pour Weidman, moi, il vient d'être testé. Hein. Il vient d'être testé sur la capacité à prendre un combat sérieux, tu vois. ouais, et à gagner debout contre, ok, pas quelqu'un Voilà. qui a un énorme Maintenant, niveau debout, mais voilà. je pense que prochain combat, ils doivent lui laisser un adversaire. Je pense que les 2 prochains combats, ça doit être des combats avec des gars entrée UFC, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui lui Pas dans le permettent top. de pouvoir prendre plus de risques sans que ce soit dangereux pour autant. Mais en fait, donc dans le top 15, pour moi, c'est dead. Non. Il faut Ouais. pas encore aller chercher le top 15. Mais par contre, si tu regardes le top 15, Pas avant qu'il soit à 10-0, tu vois. euh, Qu'il ait 10 combats. dans le top 15 middleweight, dans notre ranking, Fight Minds, tu as une égalité à la 15e position avec notamment Abus Magomedov. Et je me demande si c'est pas un bon nom Ah, à prendre ça, tu vois. il est encore à l'UFC, lui? Ah oui, oui, hein. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est pas mal parce qu'on a un abus, un abus qui abuse de temps en temps, ouais. Mais attends, C'est la manière de combattre. Mais qu'est-ce oui. il a fait une pas mauvaise performance, Abus Ah ouais? Magomedov, dans son dernier. Je pense que c'était récent en plus. Hein. C'est passé un peu en dessous des radars. En plus, il y a une grosse expérience sur Abus Magomedov. Tu prends quelqu'un qui a 27-6. Bah oui, il a Bon, 2 là, il y a- victoires depuis. Donc il avait perdu contre Sean Strickland, il avait perdu contre Mais tu- Borraio, puis il a gagné contre Mais- Alves et puis contre Ferreira. Mais le problème de Abus Magomedov, c'est que c'est vraiment un combat comment dire ça, lutteur contre striker. Et moi, je préférais qu'il affronte un gars un peu moyen partout, où il a la possibilité de s'exprimer un peu partout, tu vois. Chris Weidman, qui Non, devait combattre d'ailleurs ce soir. Oui, pourquoi pas, mais moi, je le vois vraiment plus bas, quoi. Ils vont lui Ouais, mettre ouais. André Muniz, comme ça on a le repeat de contre Mais Paul Craig. je veux même pas Non, de non. name value, tu vois. Non, qu'est-ce Un qu'il y a no-name, peu importe. Moi, je le vois encore prendre 2 no-name, là. Je crois qu'il y a vraiment du travail. Je pense que l'UFC doit, elle doit aussi faire un peu de construction de carrière, tu vois. Ouais. Bah là, ils ont voulu lui mettre un peu quelqu'un qui avait quand même un petit nom, mais Ouais, bah écoute, comme je te disais, on voyait tous, il était ultra favori. Mais là, à la fin de ce combat, on voit quand même que, qu'il est pas non plus très rassuré, tu vois. non. Donc il lui faut quelques combats de chauffe encore, hein. Ouais, il y a On quelques reprend un options. homme. Ah, Brad Tavares, oh non, Brad Tavares, c'est peut-être un trop gros nom, mais il commence à être sur le déclin. Brad Tavares, c'est quand tu vois. Trop. Quoi ça? Toi, tu cherches Je trop. cherche. Frère. Bah, il est hors top 15, tu vois, maintenant, il est sur le déclin, vraiment. Mais sinon, c'est des oppositions de style, tu vois, Shai Baisan, Oh. Marc-André Barrio, ce Ouais. genre de gars. Ouais, voilà, Marc-André Barrio, c'est pas mal, tu vois. C'est un C'est gars pas qui est cool pour lui, relativement mais complet, qui tape fort. Ah ouais, mais écoute. ouais. Bon, sinon, on va être honnête avec les gens. Vous l'aurez compris, on s'est levé pour le combat de Bonical. Donc, c'est plus en commentaire que vous allez nous conseiller les autres combats à voir. On fait pas Ouais. la suite pour Paul Craig parce que là, ça commence à tomber bien bas dans la division. Donc, il n'y a plus trop d'intérêt d'en discuter. Voilà, il y a peut-être des name value à prendre, mais sur Mais sur Londres, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'était un bon événement. Moi, je t'avoue que j'étais pas super emballé. Je pense quand même que le vrai main event, ça restait quand même Oliveira Chandler. Même si j'étais un petit peu déçu par la prestation de Chandler. Et puis, Jones, ouais, nostalgique. Ouais, côté nostalgique, moi, j'ai vraiment bien aimé. Mais, Ouais, mais écoute, moi pendant les walkouts, vraiment j'ai eu l'ascension tu- d'adrénaline Ah oui. et je me suis rendu compte que j'étais à fond derrière Stipe Miocic aussi pendant Ah les oui. walkouts. Bah, le côté fan de Stipe est revenu en fait. Ah C'est vrai que ouais. pendant notre analyse, comme il avait plus combattu depuis longtemps, je me rendais pas compte à quel point je kiffais ce combattant en fait. Donc pendant le walkout, j'étais là, non, j'ai quand même vachement envie qu'il gagne, peu importe pour la suite non, des événements quoi. Mais Ouais, voilà. malgré le mauvais personnage, je reste un grand fan du combattant qui est bien Jones. sûr. Ouais. Et non, moi j'étais pour une victoire de Jones, clairement, tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai été fan de Miocic en tant que combattant et pour sa personnalité en dehors de la cage. Ouais. Jones, je ne suis fan de lui que de ce qui se passe dans la Ouais, cage. bien Donc sûr. ma préférence, c'est souvent comme ça quand tu sais pas trop. En fait, c'est au moment où le combat commence que tu sais ta Ouais, préférence. Donc là, typiquement, c'était le cas.
Ok, bah, je pense qu'on a matière aussi à discuter cette semaine. On a peut-être quelques sujets fun à traiter. Et puis la carte de la semaine prochaine est très sympathique, notamment parce que c'est plus qu'aux heures européennes. C'est en après-midi pour nous, donc c'est vachement Ah vachement cool. ouais. Donc ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, on vous invite à vous abonner. On se retrouve très bientôt. Brian, merci pour ce récap très à chaud. Ciao ciao. Très à chaud. Ciao tout le monde. Bon dimanche.